V comme Vernon. La première lettre de Vernon est le V. Les ingénieurs allemands récupérés dans le secret à l'Allemagne nazie furent plusieurs dizaines à venir à Vernon. En fait, il y a eu des centaines, peut-être plus, d'ingénieurs, de savants, de techniciens qui avaient servi l'Allemagne nazie et qui sont venus en France, qui ont eu le choix, d'une certaine façon, entre la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Mais la France s'est montrée particulièrement généreuse pour accueillir ces ingénieurs qui sont venus à Vernon. La France a offert un contrat de travail, alors que l'Allemagne mourait de faim. Ce contrat de travail leur permettait d'avoir un salaire stable. Des stères de bois de chauffage, c'était important, juste après aussi la guerre. Une liberté de circuler, que n'avaient pas certains ingénieurs nazis recrutés aux États-Unis. Une partie de ces ingénieurs nazis, un groupe, a d'abord travaillé en Allemagne, dans ces conditions-là, à Riegel. Puis, en 1947, départ pour la France, Vernon. Tout le travail autour de Véronique, la fusée, s'effectuera en lien étroit avec le LRBA, Laboratoire de recherche balistique et aérodynamique. Le LRBA, créé en 1946, est basé à Vernon, sur les hauteurs de Vernonnet. Le savoir-faire de ces ingénieurs allemands était déterminant, car ils avaient été de ceux qui mirent au point les fameux missiles balistiques Sol-Sol V2, conçus par l'Allemagne nazie durant la guerre 39-45. V comme Vernon, une fois de plus, c'est une coïncidence. En fait, le V est le V de représailles en allemand, Vergeltungswaffe, arme de représailles. Des armes révolutionnaires, puisqu'ils avaient une portée de 320 km, c'était le début des fusées. Et ce qui permit de développer les lanceurs qui suivirent. Vernon, avec cette équipe d'ingénieurs allemands, a donc toujours eu une place prépondérante dans cette technologie spatiale. Ce n'est pas par hasard que nous trouvons la lettre V, comme Vernon. Vernon électronique, Véronique. Puis les moteurs des lanceurs qui viendront ensuite, dans l'ordre. Viking, aux alentours de 78 à 2003. Vulcain, vers 2002. Vinci, vers 2020. Toujours une lettre V pour les moteurs d'Ariane. Par ailleurs, j'ai découvert récemment ce qu'était le Burgdorf. En allemand, village de la brousse. Le Burgdorf, c'était la cité provisoire où on avait installé les ingénieurs allemands avec leurs familles sur un ancien domaine industriel, à côté du LRBA et à l'écart de la population française de Vernon. En 2018, France 2 a tourné un documentaire sur l'arrivée des ingénieurs allemands au lendemain de la guerre au LRBA de Vernon pour étudier et réaliser des fusées. Ce fut le point de départ de la conquête spatiale française et européenne. On peut trouver une vidéo sur Facebook, sur YouTube peut-être, les enfants du Burgdorf. Une association des enfants, des petits-enfants de ces ingénieurs allemands existe. Certains vivent en Allemagne, d'autres en France. Ils se retrouvent à Riegel ou à l'occasion d'événements pour conserver le lien qu'ils avaient uni lorsqu'ils étaient enfants au Burgdorf, au-dessus de Vernon. Il y a un site internet qui existe, www.burgdorf.eu. Des enfants et des petits-enfants vivent certainement encore aujourd'hui à Vernon ou dans les environs. Je n'ai pas encore eu l'occasion de chercher à la rencontrer, je le ferai peut-être bientôt. Revenons à Charles et aux questions que je me suis posées, aux sources d'informations que j'ai trouvées. En fait, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 40 ans, environ, puisque c'est en 98 que j'ai fait vraiment des recherches, le sort de mon grand-père paternel restait donc très flou. Quel avait été son itinéraire après son arrestation le 8 juin 1944 ?
De quoi? Comment était-il mort? Ma grand-mère ne semblait pas savoir beaucoup de choses. Elle a vécu seule tout le reste de sa vie, je veux dire sans reprendre un compagnon, un mari, âgée de 41 ans au moment de l'arrestation de Charles. Les fenêtres de sa maison s'ouvraient sur la grande place de Saint-Georges-du-Vièvre. Je l'ai souvent imaginé derrière la vitre, attendant un signe, une personne qui viendrait lui apporter des nouvelles, voir arriver Charles lui-même. La Gestapo l'emmène le 8 juin 1944. Albertine saura qu'il a été emprisonné à Fresnes, en banlieue parisienne, un certain temps. Puis, plus aucune nouvelle. À Fresnes, il y a eu une nouvelle, c'est un petit mot qui a été envoyé par un jeune breton, a priori, en juillet 1944. Un petit mot qui a été donné par Charles à ce jeune homme. Sur ce petit mot, il avait juste pu écrire et le glisser par les tuyaux du chauffage central. « Chère Albertine, ne t'en fais pas, je suis en bonne santé et je ne crains rien. Meilleur baiser, embrasse bien les enfants et nos amis. » Un petit mot doux, illisible, signé Charles. Ce petit mot, voilà un petit peu la photocopie qu'il était. Et ça, c'est le mot du jeune homme qui s'était adressé à ma grand-mère Albertine pour lui dire « J'ai un petit mot pour vous de la part de Charles » en juillet 1944. Donc, le 8 juin 1944, il est arrêté, il passe un temps à Évreux, puis Fresnes. Le 24 août 1944, dans l'été qui suit, Saint-Georges-du-Vièvre est enfin libéré. On fait la fête à beaucoup d'endroits dans le pays, puisque le 15 septembre 1944, les 3/4 du territoire français sont libérés de l'occupation allemande. Mais le temps a dû paraître si long, une attente si pénible, l'espoir s'affaiblissant au fur et à mesure que les semaines et les mois passent. À Paris, d'avril à août 1945, un an après son arrestation, l'hôtel Lutetia est transformé en centre d'accueil pour une grande partie des rescapés des camps de concentration. Durant l'occupation, l'hôtel Lutetia était occupé par les services d'espionnage de l'armée allemande. Donc, entre avril et août 1945, des familles vont converger vers l'hôtel Lutetia à la recherche d'informations sur des proches potentiellement déportés. Pourquoi d'avril à août 1945 ? Parce que les camps ont été libérés au fur et à mesure que s'est resserré l'étau entre les Alliés d'un côté, qui venaient de l'Ouest, les Russes de l'autre côté. Et le camp de Buchenwald, par exemple, a été libéré en avril 1945, simplement. Même si on faisait la fête à Paris dès le mois d'août 1944. Des familles vont converger vers l'hôtel Lutetia à la recherche d'informations sur des proches potentiellement déportés. Aucune nouvelle de Charles au Lutetia. L'été 1944 sera donc passé, l'automne 1944 sera donc passé, l'hiver et maintenant le printemps 1944 seront passés sans nouvelles de lui. Yvette, ma tante, se souvient que quelques jours après l'arrestation, sa mère, Albertine, s'était rendue à la gendarmerie pour y récupérer quelques affaires, et comme les Allemands voulaient l'en empêcher, elle s'insurgea bravement. « C'est chez moi ici, c'est mon droit !» Elle non plus n'avait pas le courage dans sa poche. Elle se rappelle de fréquentes visites de Robert Leblanc faites à son père le soir même, ou même la nuit. C'est bien après la libération, peut-être même en 1946, que le ministère de la Guerre a transmis à Albertine un télégramme l'informant officiellement du décès de Charles en date du 3 mars 1945. Moi, j'ai la date du 6 mars 1945. Quelques jours après, elle recevait dans un coffret de bois sa montre, l'état du bracelet, des mailles ôtées ou des trous supplémentaires, elle ne se souvient plus, mais l'état du bracelet indiquait à quel point Charles avait dû maigrir. Yvette évoque le cordonnier qu'il aurait vu dans les camps et qui était revenu dans la région de l'Eure.
Il l'aurait vu trier des ficelles. Il était très très affaibli et dans un état de grande maigreur, des furoncles au visage. Mon père, Julien, lui se souvient qu'on lui a rapporté que le jour de son arrestation, les Allemands auraient emmené les gendarmes vers le Loiret. Mais je n'ai pas trouvé de traces de ça. Pour moi, c'est Évreux et Fresnes. D'après Julien, c'est un jeune breton qui a écrit à Albertine en septembre 45 pour illustrer le petit mot. Ce petit mot, moi je l'ai vu, il est daté de juillet 44. Encore là, la mémoire, c'est pas facile de transmettre et d'être sûr de ce qu'on transmet. Il lui avait fait parvenir par les tuyaux de chauffage central. Julien évoque un cordonnier de Pont-de-Mer qui aurait connu son père à Buchenwald. Il aurait vu Charles réparer des chaussures dans un camp. Donc ça corrobore un peu ce que Yvette se souvenait aussi. Il aurait vu Charles réparer des chaussures dans un camp. Mais peut-être que son témoignage n'était pas très fiable, car on le disait un peu dérangé, suite à son séjour dans les camps. Retourné chez lui, bien après la libération, on l'a vu se laver nu, dehors, même quand il gelait, comme là-bas. Le 15 août 44, ça c'est la suite d'une note de gendarmerie. Le 15 août 44, le chef Grivillère a été transféré de Fresnes à Weimar. Durant sa déportation, il n'a fait aucune nouvelle à sa famille. Il n'a fait parvenir aucune nouvelle à sa famille ni à quiconque. Il n'a surtout pas pu faire parvenir de nouvelles à sa famille ni à quiconque. On ne sait rien de sa vie au camp de déportation. C'est ce qu'écrivait donc un rapport de gendarmerie à ce moment-là. Un déporté l'aurait revu dans un camp d'Allemagne quelques mois avant sa mort dans un état squelettique. En déportation, il ne devait pas se trouver dans le même camp que ses gendarmes, le gendarme de Maison, étant mort à Nordhausen le 7 mars 1945, et Bédard, Maurice et Darieutort, Jean, en un lieu ignoré. Moi, ma petite enquête m'a donné plutôt l'information qu'ils seraient tous morts à Elrich, qu'ils auraient pris le même itinéraire que lui, même si on parle de Nordhausen, mais Nordhausen, c'est la ville qui est proche d'Elrich, donc je pense qu'ils sont restés ensemble presque jusqu'au bout, sauf les derniers jours, dernières semaines où ils sont tous morts. En 1998 environ, ou 99, je m'informe et j'apprends de nombreux éléments sur son itinéraire. Une anecdote pas trop comique. Mon service militaire, le peloton préparatoire de l'école officier dresseur, je l'ai fait à Compiègne. Et on m'avait dit, d'ailleurs Albertine le pensait, que Charles était parti de Compiègne vers l'Allemagne. Selon moi, beaucoup de déportés sont partis de Compiègne, mais je pense que Charles, son itinéraire, ça a été Fresnes et puis directement l'Allemagne. Et puis, après mes classes à Compiègne, j'ai pris un train de nuit vers l'Allemagne pour poursuivre mon service militaire de l'autre côté de la forêt noire. Un train, comme Charles. En fait, j'ai appris qu'il n'est pas parti de Compiègne, mais de Paris. Le numéro matricule indiqué par mon père et sur un document était erroné. Maintenant, je suis certain que son numéro matricule était bien celui que je vous donnerai tout à l'heure. Comment je me suis informé de tout ça ? Il existait, et il existe toujours, une association Buchenwald-Dora. Il existe aussi même une association Dora-Elrich. J'ai lu des livres de Georges Champrin. J'ai rencontré d'anciens déportés. J'ai fait un voyage à Buchenwald, Dora-Elrich. Et c'était encore là amusant de voir comment le temps, on le vit différemment, parce que de me retrouver en 98 avec des déportés qui avaient vécu peut-être la même chose que mon grand-père, ils étaient là, je discutais avec eux, ça m'a fait regretter de ne pas m'être intéressé plus tôt. J'apprends beaucoup, mais aucun des rescapés que je rencontre n'a de souvenir de mon grand-père. Il n'est qu'un nom sur des listes, avec les 3 autres gendarmes de Maison, Bétard et Darieutort. Qu'un nom sur des listes. Des noms en français, des listes parfois en allemand. Peenemünde. P-2-E-N-E-M-U-N-D-E. Peenemünde. C'est le nom
d'un petit port sur les bords de la Baltique, dans le nord de l'Allemagne. Peenemünde. En allemand, on doit prononcer les E à la fin. Je dis Peenemünde. Pourquoi ce nom? Je vais vous l'expliquer. L'intérêt pour les fusées en Allemagne a commencé dans les années 1920. C'est une époque où on avait le goût pour le futurisme, pour imaginer des technologies folles du futur, un peu à la Jules Verne. On peut citer le film de Fritz Lang, Frau im Mond, Femme dans la Lune. Ce film évoque un premier voyage sur la Lune. En le voyant, des salariés d'Ariane Group en 2021 se sont montrés très étonnés par les similitudes de la fusée du film de 1929 et Ariane 6. Des boosters latéraux proéminents, un lanceur à plusieurs étages, un compte à rebours, etc. Donc, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ingénieur proche de von Braun, Hermann Oberth, avait à l'époque collaboré avec le réalisateur, avec le cinéaste Fritz Lang. Tout jeune, Werner von Braun faisait partie d'une sorte de club de passionnés qui imaginaient la fabrication de fusées mais n'en avaient pas les moyens. En 1935, le régime nazi est en place. Il dénonce les clauses restrictives du traité de Versailles et se lance dans le réarmement massif de son pays. En gros, c'est Hitler, il dit « je m'en fous des clauses du traité de Versailles de 1918. On va réarmer le pays et on va envahir les pays européens qui nous intéressent. » En 1936, sous l'impulsion de von Braun, c'est à Peenemünde qu'un site est aménagé, d'où le nom Peenemünde. Qu'un site est aménagé. La partie est de Peenemünde est consacrée aux fusées. À l'âge de 25 ans, von Braun est désigné comme directeur technique. L'effort de recherche se portera vite sur l'A4, mieux connu ensuite par les Français sous le nom de V2. À Peenemünde, on trouve une soufflerie très moderne, des pas de tir pour les essais, une centrale électrique. Mais aussi, Peenemünde, c'est un véritable centre urbain pour accueillir près de 3000 ingénieurs et techniciens. En effet, on peut dire que von Braun avait réuni autour de lui l'élite spécialisée des ingénieurs allemands dévoués au système nazi. L'objectif de ces fusées missiles sera d'attaquer l'Angleterre. Pour ce faire, un dispositif de pas de tir protégé par un bunker en béton est installé dans le Pas-de-Calais, à Epperlech. Il y a par ailleurs une constante pénurie de main-d'œuvre et l'utilisation de travailleurs étrangers pose des problèmes de sécurité. Et c'est à cette époque que la SS s'implique, au milieu de 1943, dans la production des fusées bombes volantes, car destinées à du bombardement à longue distance. Et c'est en fournissant de la main-d'œuvre concentrationnaire que la SS pourra fournir la main-d'œuvre qui manquait. En gros, une phrase que j'ai retenue, c'est « De toute manière, il n'y a pas à se préoccuper d'eux. Cette main-d'œuvre-là, concentrationnaire, des déportés, il n'y a pas à se préoccuper d'eux ni pour la rémunération, ni pour le logement, ni même pour la nourriture. On les utilisera, et quand ils seront bien pressés comme des citrons morts, on en prendra d'autres. » C'est autant de soucis de moi à une époque où les ressources financières du Troisième Reich commencent à se limiter. En 1943, à Peenemünde, les 200 prisonniers amenés de Buchenwald sont allemands et russes. Puis viendront ensuite des Français dès juin 1943. L'activité de Peenemünde ne pouvait rester indéfiniment inaperçue des Britanniques. Et c'est en août 1943 que Churchill ordonne un bombardement nocturne de Peenemünde. Il s'agit d'un raid massif, plus de 600 appareils dans le ciel. Les Allemands savent désormais que la base de Peenemünde n'est plus assez sûre pour y construire des fusées. Et en même temps, le 27 août 1943, c'est au tour du blockhaus d'Epperlech d'être bombardé, le rendant inutilisable.
À Peenemünde, j'ai pu lire le témoignage d'un travailleur STO, c'est du service travail obligatoire, donc on peut dire un prisonnier, et qui a été amené à travailler à Peenemünde. Nous eûmes l'impression, en arrivant, de nous trouver dans un des mondes peints par Jules Verne. L'immeuble était, par ses dimensions et sa construction, extrêmement impressionnant. La hauteur des fusées exigeant des ateliers de montage adaptés. Voilà pour un aperçu de Peenemünde 2. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire.